Bonjour les amis fidèles de Vue de droit. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de droit. Je pense que c'est une bonne chose. Il y aura interrogation écrite à la fin. Je vais essayer, en me rappelant de mes souvenirs, de mes enseignements à Paris 2 ou à l'Université de Bourgogne, je vais essayer d'être pédagogique, en tout cas de donner des éclairages. C'est pas le but, hein, la pédagogie nécessairement, c'est d'essayer de clarifier euh, des questions qui sont des questions importantes. On traverse une crise politique sérieuse, sérieuse. Et par conséquent, le fait de savoir un petit peu dans quel cadre tout ça se déroule, ça a une certaine importance, et ce d'autant que un, on est confronté à un foutoir invraisemblable dans une campagne électorale extrêmement rapide, extrêmement contrainte, qui n'est pas spécialement démocratique. Mais c'est la Constitution qui prévoyait que le délai de convocation des élections après la dissolution était de 20 à 40 jours. Macron a choisi le plus court. Il adore les campagnes courtes, hein. Celle-là risque de lui coûter assez cher. Cependant, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de rumeurs, de bruits, d'incompréhensions qui se baladent. Et puis, des manipulations, des utilisations. Emmanuel Macron en particulier essaye de faire peur parce qu'il doit sentir, il a les informations, mais encore que les informations qui lui sont portées, je pense aux études d'opinion, je pense aux sondages, je ne sais pas s'il y est accessible au réel, vraiment. C'est quelqu'un qui a comment dire, des aspects psychologiques qui sont vraiment, vraiment très particuliers. Alors, il essaye de faire peur, et l'utilisation, la déformation des institutions, enfin plutôt la déformation des règles institutionnelles, est utilisé par lui, par son entourage, mais pas seulement, toute la bataille qui se déroule entre les différents partis, les différentes scissions, les purgés, les pas purgés, enfin c'est quand même un, un savoureux bordel, hein. Je m'excuse pour cette expression, mais c'est tellement ça. Bon, eh bien écoutez, allons-y. Bon, alors, premier sujet, le Premier ministre. On entend tout un tas de choses, c'est un bazar sans nom que cette campagne électorale, après la dissolution néronienne, par référence à l'empereur Néron, qui avait fait brûler Rome, paraît-il, pour pouvoir chanter, jouer de la musique, en assistant à cet incendie. C'est bien évidemment un mythe, mais c'est resté comme référence. Alors, il y a pas mal de discussions dans la presse, dans la campagne, pas mal de polémiques sur les réseaux autour de cette question du Premier ministre. Parce que le nouveau Front populaire s'est lancé dans la campagne, plein d'énergie. On a amalgamé des groupes tout à fait hétérogènes et hétéroclites. On a pondu sur un coin de table, et j'en ai déjà parlé, un programme qui est un catalogue plus ou moins sérieux, et on se dit qu'on va peut-être pouvoir à nouveau faire castor, faire un barrage et mettre en échec la tentative des néo-nazis du Rassemblement national de prendre le pouvoir. Toujours le théâtre dénoncé en son temps par Lionel Jospin, qui avait raison. Bien. Donc, en face, dans le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui ont le vent en poupe, le Rassemblement national, après le score important qu'ils ont eu aux élections européennes, ils se préparent éventuellement à prendre le pouvoir. Alors, c'est vrai que la situation est un peu particulière parce que si le Rassemblement national et ses alliés, c'est-à-dire la partie DLR assujettie à Éric Ciotti, arrive à la majorité absolue, c'est-à-dire obtient plus de 285 députés. Ils ont cette majorité qui leur permet de gouverner.
C'est pas sûr qu'ils aient très envie d'y aller dans ces conditions parce qu'une cohabitation dans ces circonstances, c'est peut-être, un piège. Mais on y reviendra. On y reviendra. Je pense que je ferai un enregistrement spécial à propos de l'encadrement institutionnel qui règne aujourd'hui dans notre pays, ce qu'on appelle, de façon abusive, à mon avis, l'état de droit, qui fait que les pouvoirs institutionnels démocratiques sont complètement enserrés dans un dispositif où le Conseil constitutionnel, les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, l'Europe et les tribunaux judiciaires jouent un rôle très important. Bien, j'insiste, on y reviendra. Donc, pas sûr que le Rassemblement national ait très envie d'y aller dans ces conditions. Et en tout cas, Jordan Bardella l'a dit, si je n'ai pas, il s'y voit déjà, hein, avec une première personne du singulier, si je n'ai pas la majorité absolue, je n'irai pas. Euh, on présente ça, à mon avis, de façon tout à fait erronée sur la façon dont ça pourrait se passer. Et je parle bien de la dimension institutionnelle de cette nomination du Premier ministre. Alors, je vous propose qu'on on lise ensemble l'article de la Constitution qui fait référence à la désignation du Premier ministre. Alors, c'est l'article 8. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Alors, trois séquences. C'est le président qui nomme le Premier ministre. Si celui-ci démissionne, il met fin à ses fonctions, c'est-à-dire qu'il prend acte de cette démission, et les ministres sont nommés par le président, c'est-à-dire qu'il fait la formalité administrative, mais sur proposition du Premier ministre. Alors, cet article, qui est assez court et assez clair, témoigne de ce que la France, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas une monarchie présidentielle aussi concentrée qu'on le prétend, c'est une démocratie parlementaire, avec beaucoup de limites. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, j'entends, oui, vous comprenez, le président de la République a un pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre. Pardon, et c'est important, hein, ça y est, je me trompe encore, il a un pouvoir discrétionnaire de choisir le Premier ministre. Non, c'est faux. Il nomme le Premier ministre, nous dit l'article 8. Donc c'est lui qui va prendre l'initiative et qui va proposer le poste à quelqu'un en fonction des résultats des élections législatives et des majorités qui ont pu éventuellement se dessiner à l'Assemblée. Alors, euh, qui va choisir le Premier ministre nommé, qui va choisir ensuite le Premier ministre nommé par le président de la République? Eh bien, c'est le Parlement. Donc, quand on dit que c'est un choix discrétionnaire du président, ça n'est pas vrai. Si le président nomme un Premier ministre dont l'Assemblée nationale ne veut pas, il ne prendra jamais ses fonctions. Quand je dis l'Assemblée nationale ne veut pas, bon, il faudrait d'abord qu'il soit nommé. Son gouvernement est nommé sur sa proposition par le président de la République, mais ensuite, il doit venir devant l'Assemblée nationale et celle-ci peut le renverser. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les motions de censure, l'utilisation du 49.3, la déclaration de politique générale suivie d'un vote, mais s'il est mis en minorité en fonction de ces différentes procédures, il est renversé. Il est renversé et il ne peut pas être le Premier ministre. Donc c'est bien l'Assemblée nationale qui le choisi. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important de le préciser. Alors, deuxième partie du texte, il met fin, le président de la République, à ses fonctions sur présentation par celui-ci, le Premier ministre, de la démission du gouvernement. Donc, ce qui veut dire que le président nomme le Premier ministre, mais il ne peut mettre fin à ses fonctions que si celui-ci démissionne. C'est très important. Dans la pratique,
de la Ve République, lorsque le président et le Premier ministre ne s'entendaient plus, ou qu'il fallait trouver des formules, ou la politique exigeait qu'on mette en place une nouvelle majorité, peut-être, eh bien, il y avait un accord qui se faisait. François Mitterrand et Michel Rocard se détestaient. Quand François Mitterrand a dit, bon, ok, Michel Rocard a fait 3 ans occupé pendant 3 ans le poste, après les élections législatives de 88, maintenant, il faut qu'il s'en aille. Et il donnait sa démission. En 1976, c'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui a demandé sa démission à Jacques Chirac, alors Premier ministre. C'est celui-ci qui a décidé de partir. Donc, cette situation institutionnelle montre bien que celui qui a la haute main sur le poste de Premier ministre, c'est bien celui choisi par l'Assemblée nationale, qui ne le renverse pas. Donc, c'est un choix négatif. Elle choisit pour elle si elle ne le renverse pas, mais elle peut toujours le renverser. Et le président ne peut pas le chasser, hein, il ne peut que prendre acte de sa démission. De la même façon, dernier terme de cet article 8, sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. C'est-à-dire que les choses sont les suivantes. D'abord, le gouvernement est composé, et on sait bien dans la pratique, il y a des discussions, et puis il y a eu une personnalisation du pouvoir. Celui qui a été le plus, d'ailleurs, personnalisateur du pouvoir, c'est François Mitterrand. Il avait doublé tous les ministères par un collaborateur à l'Élysée. Donc, il a fallu trouver des bureaux, il a fallu étendre, parce qu'au départ, le palais de l'Élysée n'était pas très grand, il n'y avait pas énormément de monde, c'était bien le gouvernement qui devait faire le boulot. Alors, le Premier ministre choisit ses ministres, si on en croit la lettre de l'article 8. Le président en prend acte et il les nomme. Et puis, lorsque le Premier ministre s'en va, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il met fin à leur fonction. Donc, clairement, la France, quoi qu'on en dise, est quand même une république parlementaire, avec un président, et ça a été mis en place par le général de Gaulle, avec un président arbitre, un président qui garde des fonctions importantes en matière de politique étrangère, en matière de défense, bien évidemment, mais c'est une république parlementaire et l'Assemblée nationale dispose d'un pouvoir important. La preuve, en 1986, une majorité de droite avec un président de gauche, Chirac devient Premier ministre, Mitterrand reste en cohabitation. 1993, Balladur est le Premier ministre de droite d'un président de la République de gauche, François Mitterrand. Et c'est le contraire. En 1997, après la dissolution ratée de Jacques Chirac, Lionel Jospin devient Premier ministre pendant 5 ans, pendant toute la durée de la mandature, et c'est lui qui était le patron pour conduire cette procédure de la nation, ainsi que le prévoit la Constitution, le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation, ou détermine et conduit, je ne me rappelle plus exactement, et puis je ne l'ai pas ressorti pour l'occasion. Donc, première chose assez importante, c'est bien l'Assemblée nationale qui a la maîtrise du gouvernement de la France. C'est pas parce que cette stabilité a été importante par rapport à la Quatrième République qui l'avait précédée, mais c'est un pouvoir tout à fait décisif. La France est bien une république parlementaire. Bon, passons maintenant à la rumeur qui agite les rédactions. C'est Europe numéro 1 qui a lancé ça, disant que le président Macron, envisageait peut-être l'utilisation de l'article 16 de la Constitution. Cette rumeur est-elle fondée? Il y a eu un démenti de l'Élysée, des collaborateurs disant non, mais pas du tout, c'est absolument pas dans ses intentions. Je pense que ça n'est pas tombé du ciel comme ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui doit mesurer la catastrophe politique qu'il a créée avec son initiative puérile, parce que je pense qu'il y a une forte connotation de
traits de caractère qui relèvent du narcissisme, du goût de la provocation, c'est-à-dire des comportements de cours d'école. Alors, on ne peut pas se contenter de ça, hein. Il y a eu probablement du calcul, mais je pense que il doit mesurer aujourd'hui que c'est pas si simple et qu'il s'est mis dans une situation politique un petit peu délicate pour le moins. En tout cas, au plan international, tout le monde se fout de lui. On va pas pleurer. Alors, je pense qu'il a tenté ça parce que ces jours-ci, il dramatise. Il dramatise, c'est affreux ce qui va nous arriver, les extrémistes, etc. Il est allé faire une commémoration, il en raffole, hein, il en raffole. Il pense que c'est parce qu'il commémore qu'on va l'aimer. À mon avis, c'est un petit peu illusoire. Et il a été, excusez du peu, à l'île de Saint pour fêter pour commémorer, pardon, l'appel du 10 juin lancé par le général de Gaulle et à la suite duquel tous les hommes valides de l'île de Saint avaient rejoint la France libre. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Eh bien, il en a profité pour faire le kéké encore. Oui, vous avez vu, ils veulent faire la promotion wokiste des transgenres. Enfin, il essaye de provoquer la peur concernant le programme du nouveau Front populaire. Tout ça n'est pas très digne, et en tout cas pas à la hauteur d'un président de la République qui devrait prendre du recul, essayer de surplomber tout ça. Mais s'agissant d'Emmanuel Macron, tout le monde sait très bien que c'est un vœu pieux. Bon, donc je pense qu'il a testé, il a lancé ce petit truc sur l'article 16. Alors, c'est assez effarant. C'est assez effarant. On va le regarder, cet article 16. On va en faire un petit commentaire. Euh, je suis de ceux, mais on n'est pas si nombreux, on vieillit, qui a connu la seule application de l'article 16 de la 5e République, c'est quand le général de Gaulle, à la suite de la tentative de putsch d'Alger, dans une France qui était quand même au bord de la guerre civile, quand le putsch d'Alger avait tenté de prendre le pouvoir, alors après, les auteurs de ce pronunciamento ce carteron de militaires en retraite, comme les avait appelés De Gaulle dans un discours assez fabuleux, avait l'intention de renverser le gouvernement de la République et d'obtenir qu'il soit mis fin à toute la procédure qui allait aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Bon, l'histoire s'en est emparée, c'est quelque chose d'historique. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle était la situation. La situation était très grave. La situation était très grave. C'est-à-dire que la France se redressait après une situation où l'avait plongé la direction du Parti socialiste, avant bien évidemment aussi, mais après 1956, en laissant la guerre d'Algérie s'aggraver de façon catastrophique. De Gaulle avait réussi à éviter la guerre civile en 58. Il était revenu au pouvoir, il avait pris le pouvoir par ce que je considère être un coup d'État virtuose, assez extraordinaire. Et donc, bon, il essayait de redresser ce pays. Et cette initiative était extrêmement dangereuse, parce que l'armée française, je suis assez bien placé pour le savoir. J'en ai beaucoup de souvenirs. L'armée française était Algérie française, tout simplement, hein, et elle avait du mal, beaucoup de mal à accepter ce que faisait le général de Gaulle. Donc, risque de troubles, institutions mises en cause, tentative de coup d'État militaire, excusez du peu, donc De Gaulle a utilisé l'article 16 pour redresser la barre et pour remettre de l'ordre. Alors, je vous propose que l'on regarde cet article 16 ensemble. Alors, article 16, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées. Alors, les critères qui permettent d'utiliser l'article 16 sont très précis. Et il faut que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux soient menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Bien. Donc, tous ces critères
sont cumulatifs. On ne peut pas en prendre un seul en disant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, j'arrive pas à nommer un premier ministre, ils veulent pas venir. C'est arrivé aux Italiens, hein, ils ont mis et aux Belges aussi d'ailleurs, sans que ça débouche sur des catastrophes, même si c'est pas fameux comme situation. Toujours est-il que tous ces critères sont cumulatifs d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se dérouler, pas seulement l'intronisation d'un Premier ministre par l'Assemblée nationale, mais interrompu, il ne fonctionne plus. Donc il faut que tout ça soit réuni pour pouvoir prendre les mesures, et c'est-à-dire instaurer l'article 16. Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre. Alors, qui sera Premier ministre si jamais il voulait utiliser l'article 16? Je me demande bien, parce que dès le surlendemain, alors je crois que le deuxième tour, oui, c'est 7 juillet, 8 juillet, 9 juillet, normalement le mardi 9 juillet, Gabriel Attal va devoir déposer, donner sa démission au président, et qui va devoir en prendre acte, et la France n'aura plus de Premier ministre à ce moment-là. Donc, tout le mécanisme institutionnel va se mettre en place après, l'Assemblée va se réunir, hein, j'espère que les ministres, les parlementaires auront des QR codes, hein, puisque je crois que c'est le 18 juillet où il faut que les réunions aient lieu, les commissions, naturellement l'élection j'allais dire de la présidente de l'Assemblée nationale. Je sais pas pourquoi je pensais à Marine Le Pen. Non, 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 je provoque là. Faudra que le président de l'Assemblée ou la présidente de l'Assemblée nationale soit élu, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de Premier ministre. Alors, je vais voir s'il souhaitait qu'il y ait application de l'article 16, qui serait consulté en tant que Premier ministre. Les présidents des assemblées, ainsi que le Conseil constitutionnel. Donc, c'est vraiment un choix qui doit être précédé de consultations formelles, formalisées. Alors, il en informe la nation par un message, donc il y aura nécessairement une prise de parole télévisée. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. On ne peut pas se contenter d'une petite affichette euh, qui serait apposée sur les panneaux prévus à cet effet. Donc, alors, motivation. C'est-à-dire qu'on a parlé des critères, maintenant, motivation. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet, c'est-à-dire que les critères dont j'ai parlé, qui sont la mise en cause des intérêts fondamentaux de la nation, parce que les pouvoirs constitutionnels ne peuvent plus fonctionner, eh bien, le président de la République, autorisé par l'article 16, doit prendre ces mesures pour pouvoir reprendre en main l'accomplissement de la mission des institutions de notre pays, hein, et il doit indiquer quelles sont les mesures qu'il va prendre pour restaurer les choses qui sont mises en cause, mises en danger, que l'on voit décrites dans le premier alinéa de cet article. Alors, consultation, bien évidemment, rôle important du Conseil constitutionnel. Le Parlement se réunit de plein droit. Alors, c'est-à-dire que le Parlement est réuni. Il n'y a pas comment dire, d'interruption de session. Il délibère et il siège tous les jours. Hein, il est réuni de plein droit. On dit le Parlement délibère sans désemparer. Bien. Bien évidemment, pendant cette période, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute. Alors là, il y aurait, si jamais Emmanuel Macron prenait cette décision, il y aurait deux interdictions de toucher à l'Assemblée. Ce serait, un, la dissolution, on ne peut pas recommencer ce qui s'est passé le 9 juin avant un an, et puis là, interdiction si jamais on a mis en place l'article 16. Alors, euh, ce, ce, cet article 16, il permet au président de la République, à la limite, de prendre en charge le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisqu'il ne fonctionne pas.
Donc il faut d'abord en faire le constat. Puisqu'il ne fonctionne pas, eh bien, il va pouvoir prendre des mesures. Il va devoir dire lesquelles et il va devoir prendre ces mesures à la place de l'exécutif et à la place du législatif. Fort bien. Je pense que, et je me répète, la difficulté à nommer un premier ministre, ou bien le fait qu'on brandisse, comme je l'entends sur les plateaux quand je vais faire des débats, le fait qu'on brandisse des drapeaux dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est pas le chaos. C'est pas le chaos prévu par le texte de la Constitution d'octobre 1958. Alors, au bout de 30 jours, parce que cet article 16, c'est pour une durée limitée. Mais évidemment, limitée. Donc, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, on n'est pas obligé de le faire. Le Conseil constitutionnel peut ne pas être saisi si le président de l'Assemblée nationale considère que ce n'est pas la peine. Le président du Sénat, bon, on a toute la liste de ceux, et elle est large, cette liste, qui peuvent dire, écoutez, désolé, mais c'est plus nécessaire. Et donc, le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans les délais les plus brefs, c'est le texte de la Constitution, par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions, au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. C'est-à-dire que l'utilisation du pouvoir prévu, des pouvoirs, parce que c'est au pluriel qu'il faut les mettre, c'est première période 30 jours, deuxième période 30 jours, et après, à tout moment, on peut demander au Conseil constitutionnel d'intervenir. Bon, alors, je reviens à mes souvenirs d'enfance, parce que je sortais de l'enfance, sur l'utilisation de l'article 16 par Charles de Gaulle. Il avait un peu tiré sur la corde. Hein. Il l'avait obtenu pour 30 jours, et 30 jours qui avaient été renouvelés, 60, et puis après, il avait poursuivi. Alors, ça avait commencé en avril et ça avait été jusqu'en septembre, je crois. Hein, effectivement, personne ne s'était avisé parce que tout le monde craignait un petit peu, parce il y avait un réel danger. Hein. Il y avait un réel danger. Il y avait des attentats, il y avait des tentatives de l'assassiner, la guerre d'Algérie se poursuivait. Rappelez-vous la fameuse manifestation réprimée du 17 octobre 1961. Enfin, c'était la police et le FLN se livrait une guerre dure, meurtrière dans les rues de Paris. Donc, personne n'est venu asticoter le général de Gaulle et il a utilisé l'article 16 pendant environ 6 mois. Voilà donc ce que c'est que l'utilisation de l'article 16, c'est-à-dire que le président, en cas de danger considérable, peut fusionner dans sa personne un certain nombre de pouvoirs, et je pense au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, puisque par définition, le critère premier, c'est que les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent plus, utiliser une expression familière, ne peuvent plus faire tourner la boutique et que la France est en danger à ce moment-là. Bon, donc voilà, c'est bien de ça qu'il s'agit, et c'est un petit peu la dictature de 6 mois des Romains. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de latin, ce qui est mon cas, sinon beaucoup, et puis qui ont des souvenirs, oui, effectivement, on allait chercher quand il y avait une période difficile, le pays était au bord de la République romaine au bord de la guerre civile, hein, on donnait tous les pouvoirs pour 6 mois à un dictateur, entre guillemets le dictateur, et puis une fois que sa mission était terminée, il retournait s'occuper de ses champs. Voilà. Alors aujourd'hui, aucun des critères qui nécessiterait, qui permettrait l'application de l'article 16 n'est évidemment réuni. Hein. Le chaos, quel chaos? Alors c'est le bordel, oui, excusez mon expression, mais c'est le bazar. On va avoir un événement politique important.
Bon, peut-être qu'il y aura des incidents, peut-être qu'il y aura, qui sait, des émeutes, comme il y avait eu après la mort du jeune Naël, je ne sais pas, mais tous les moyens institutionnels fonctionnent et fonctionneraient. L'absence d'un ministre de l'Intérieur régulièrement nommé n'empêcherait absolument pas l'appareil de répressif de fonctionner et l'administration de le faire, absolument pas. Donc, je pense que ce serait pas sérieux. Et puis surtout, Monsieur Emmanuel Macron, l'article 16, pourquoi faire? Dites-moi. Donc là, vous considérez que le chaos que vous avez connu à l'Assemblée nationale, vous considéreriez, hein, je ne veux pas vous faire un procès d'intention, mais quand même, je pense que vous êtes un peu derrière cette rumeur. Euh, le chaos de l'Assemblée nationale parce que les gens s'empaillent ou s'insultent dans la salle des quatre colonnes, oui, ok, d'accord. Hein, mais vous prenez le pouvoir et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous rédigez à votre façon le code pénal, c'est une plaisanterie. Vous demandez aux magistrats de lancer des poursuites, vous récupérez la, la hiérarchie, enfin la suggestion hiérarchique des parquets pour poursuivre vos adversaires politiques. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que quelle utilité aurait cet article 16 pour l'exercice du pouvoir, mais même du pouvoir d'un Emmanuel Macron en difficulté, qui ne pourra pas se représenter, qui est extrêmement affaibli au plan directement politique, qui est détesté par une immense majorité du pays, et donc il veut instaurer une dictature, mais quels seraient les actes qui nécessiteraient l'utilisation de l'article 16? Il faut nous le dire. Ça ne servirait strictement à rien. Ça ne servirait strictement à rien. La France, alors il a bien évidemment énormément brutalisé les institutions, mais elles existent encore. Et cette histoire d'article 16, c'est se faire peur pour ceux qui y croient ou pour ceux qui marchent dans cette combine, c'est se faire peur à peu de frais. Je ne dis pas que les choses vont se passer simplement. Je ne dis pas que la France est dans une situation brillante. Je ne dis pas qu'elle est endettée après 7 ans de Bruno Le Maire installé là par Monsieur Emmanuel Macron, je ne dis pas que l'insécurité ne règne pas dans énormément de quartiers. Je ne dis pas n'y a pas de problème dans notre système de santé qui est en train de s'effondrer. Oui, tout à fait, c'est tout à fait exact. Mais en aucun cas, tout ceci ne justifierait la mise en place, parce que c'est une dictature, l'article 16 au sens premier du terme, au sens romain, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, non, c'est tout ça est une, si ça a été lancé volontairement, une rodomontade, et il n'y a aucune raison de se faire peur avec ça. Emmanuel Macron est dans un corner politique, il s'y est mis, mais il s'y est mis aussi et surtout parce qu'il n'a pas été enfin, le président dont la France avait besoin. Soyons clairs. Hein. Et on y reviendra d'ailleurs. Une fois qu'on sera débarrassé de son système, on y reviendra et on demandera des comptes à ceux qui nous l'ont imposé. On connaît ma position. J'ai même écrit un livre à ce sujet. Emmanuel Macron a été amené au pouvoir par une forme de coup d'État. Voilà, tout simplement, avec une partie judiciaire importante. Donc, s'imaginer qu'on peut sauver ça en appliquant l'article 16, c'est franchement n'importe quoi. Bon, alors un petit cadeau pour terminer. Ça a été trop long, comme d'habitude. Bien. La contrepartie de l'utilisation éventuelle par Emmanuel Macron de l'article 16, qui serait totalement abusive et qui constituerait un acte qui justifierait son départ immédiat. Alors, ce dont on va parler, ça n'est pas la sanction de l'utilisation abusive, la sanction juridique, hein, ce n'est pas la procédure prévue pour sanctionner le président qui abuserait de l'article 16, mais c'est celle qui permettrait de se débarrasser d'Emmanuel Macron. Alors là, je vais faire plaisir aux méchants qui sont pressés et qui ont envie de le voir dégager rapidement. C'est mon cas. Mais d'ailleurs, depuis son élection en 2017, euh, j'ai très envie que son système, parce que c'est lui et son système
qui, je pense, sont profondément nuisibles à mon pays. Et donc, il y a une procédure qui permettrait éventuellement de s'en débarrasser, qui a été instaurée en France il n'y a pas si longtemps, qui n'a jamais été utilisée, et qui, bien évidemment, comme d'habitude avec Nicolas Sarkozy, est destinée à copier un peu ce que font les Américains avec la fameuse procédure d'impeachment. Donc, c'est un moyen qui est la contrepartie de la protection importante dont bénéficie le chef de l'État pendant l'exercice de son mandat, qui est une immunité totale. Donc, on peut le déposer. Et donc, la Constitution, désormais, prévoit une procédure permettant de se débarrasser d'un président devenu inacceptable. Bien, donc, alors je mets dans les conditions, ce serait l'utilisation dictatoriale et inutile de l'article 16, mais il y a plein d'autres occurrences. Alors, je vous propose qu'on recommence et puis qu'on fasse un petit peu de lecture. Alors, c'est le fameux article 58. Alors, je dis le fameux parce que, oh là là, qu'est-ce que je l'ai vu passer sur les réseaux, dans certaines sphères. Voilà, l'article 68, pourquoi on ne l'utilise pas? Puis il y a quelques hommes politiques extrêmement groupusculaires qui le brandissent tout le temps. Bon, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. En tout cas, désormais, elle existe, cette procédure. Alors, je vous propose qu'on recommence le petit travail qu'on a fait pour l'article 16, enfin pour l'article 8 aussi d'ailleurs, et qu'on regarde un petit peu comment se passerait la procédure de destitution du président. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc, il faut qu'il y ait un manquement. Alors, ça peut être un manquement privé, et un manquement dans l'exercice même de ce mandat. Si on s'aperçoit que, je veux dire, il participe à des attaques à main armée, bon, je plaisante, mais voilà, s'il commet des infractions pénales graves, sans lien et sans rapport avec son statut de président de la République, il peut effectivement faire l'objet d'une procédure de destitution. Pour cela, il faut que le Parlement se constitue en haute cour. Donc, c'est une procédure juridictionnelle. C'est une procédure juridictionnelle très particulière, bien évidemment, très particulière, mais ça n'est pas une procédure pénale. C'est très important, c'est quelque chose de totalement constitutionnel, c'est destituer, déposer un président de la République qui manque à ses devoirs de façon tout à fait incompatible avec le maintien de ce mandat. Alors, la proposition de réunion de la Haute Cour, adoptée par une des assemblées du Parlement, donc le Parlement adopte sur l'initiative, on va y venir, l'initiative d'un certain nombre de parlementaires, hein, si une des deux assemblées, c'est-à-dire soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, adopte une proposition de réunion de la Haute Cour, elle est immédiatement transmise à l'autre chambre du Parlement français. Donc, si c'est l'Assemblée nationale, c'est immédiatement transmis au Sénat qui se prononce dans les 15 jours. Donc, ce sont des procédures relativement urgentes. Alors, c'est avantage à l'Assemblée nationale, ce qui est normal, la Chambre basse, basse n'étant pas péjoratif, préside le président de l'Assemblée nationale, préside cette haute cour. Elle statue dans le délai d'un mois, donc c'est très rapide, là aussi, à bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. C'est-à-dire que si, par exemple, il se passait quelque chose de grave et que un certain nombre de de parlementaires, et c'est le dernier alinéa, l'avant-dernier en tout cas, de cet article qui le prévoit. Si un certain nombre de parlementaires saisissent leur assemblée, que celle-ci vote, que elle adopte la proposition de réunion de la haute cour, qu'elle transmet à l'autre chambre, et que celui-ci statue de la même façon. Donc
La haute cour, à ce moment-là, est réunie et doit se prononcer sur ce projet de destitution dans un délai très, très rapide. Alors, les décisions prises en application du présent article sont à la majorité des 2 tiers des membres composant l'Assemblée concernée ou la haute cour. Donc, alors, je résume. Euh, L'Assemblée nationale, par exemple, décide euh, de réunir la haute cour. Elle le propose, elle le propose à l'autre assemblée. Mais la procédure se déroule. Il n'y a pas besoin que les deux euh, euh, chambres votent de la même façon. Elles vont se retrouver au Congrès, enfin, je dis le Congrès parce qu'elles vont être ensemble, elles seront en haute cour, elles ne seront pas en Congrès pour une modification de la Constitution, elles vont se retrouver et à ce moment-là, il faut que comment dire, la majorité des 2 tiers, hein, puisque les décisions prises en application du présent article, le sont la majorité des 2 tiers des membres composant l'Assemblée concernée ou la Haute Cour. Donc, ce qui veut dire que toutes les décisions qui créent du droit, et en particulier la destitution, doivent faire l'objet d'un vote à la majorité des 2 tiers. La délégation de vote est interdite, chacun doit prendre ses responsabilités, et seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la haute cour ou à la destitution. C'est-à-dire que euh, c'est un bulletin secret et il n'y a pas de vote contre. Hein, il faut qu'il y ait la majorité des 2 tiers qui soit atteinte, et puis c'est tout. Hein. On ne compte pas les voix contre. Bien. Donc, une loi organique fixe les conditions du présent article. Ça, c'est le dernier alinéa. Cette loi organique a été promulguée. Donc, voilà comment pourrait se passer une procédure de destitution du président de la République. Personnellement, je sais que on en entend beaucoup parler. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal à ce pays, mais je vais quand même rappeler une chose toute simple. En 2022, il a été réélu avec 58% des voix. Quand on voit la sociologie des votes, oui, il y a des parties de la population, je pense en particulier aux retraités, je pense en particulier à ceux qu'on appelle les boomers, qui ont largement soutenu Emmanuel Macron. Le problème, c'est que il a perdu les élections législatives qui ont succédé à cette réélection. Alors, on vient me dire aujourd'hui, oui, mais la campagne a été très courte, il ne l'a pas faite et tout. Oui, d'accord, ok. Mais les Français, ils sont adultes. Hein. Ils ont vu, il y a eu le meeting à l'Arena de Nanterre, il y a eu le débat de 2022 avec Marine Le Pen, où il a été d'une désinvolture, d'une arrogance, mais c'est assez classique. Oui, peut-être, mais 58% des gens, hein, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui avait fait une campagne furieuse pour pour que ce soit Macron qui soit réélu. Tous les autres aussi, d'ailleurs, ceux qui ont fait le Front populaire maintenant, ont également eu cette position. Donc voilà. Hein, je pense que la question de la destitution, c'était en 2022 qu'il fallait y penser, au mois d'avril 2022, lorsque Macron a été réélu confortablement. Bien, alors il a perdu les élections législatives après, et ça, il ne s'en est jamais remis. Et on paie cette facture aujourd'hui. Pour aller dans quelle direction, ça, je ne sais pas, nous verrons. Il n'y a plus longtemps à attendre, ça risque d'être assez spectaculaire. Voilà, bah écoutez, hein, comme je l'ai dit en commençant, interro écrite, hein, pour cette petite mise au point des aspects institutionnels. Bon, je l'ai fait parce que on entend beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'incompréhensions, donc voilà, je pense que c'était peut-être nécessaire de faire un peu de vue du droit. Allez, à bientôt.